Léa Dissoglo reçoit du soutien. Les structures de base de la Renaissance du Bénin disent non à son exclusion et appellent au dialogue. Le point de leur sortie dans quelques instants. Barrage hydroélectrique de Nangbetor, où en sommes-nous et quelles sont les caractéristiques du projet? Nous irons à la découverte de ce joyau, cordon ombilical entre le Bénin et le Togo. La dépression, la maladie mentale la plus fréquente au monde, mais elle n'est pas une fatalité. Nous en saurons davantage dans cette édition. Les structures de base du parti La Renaissance du Bénin à Cotonou donnent de la voix. Elles se désolidarisent de la décision prise par certains membres du bureau national d'exclure le président en exercice du parti, Léa Dissoglo, de ses fonctions. À l'occasion d'un point de presse animé hier au siège du parti à Cotonou, elles réaffirment tout leur soutien au président élu de La Renaissance du Bénin et appellent au dialogue. Le point avec William Aguiar et Alexis Quenom. L'hymne de la Renaissance du Bénin repris en chœur ici par les structures de base du parti à Cotonou. Elles apportent leur soutien à Léa Dissoglo qui pour eux demeure président de la Renaissance du Bénin en dépit de la décision d'une frange du bureau national l'ayant déchargé de ses fonctions. Nous, militants du parti de la Renaissance du Bénin, tenons à informer l'opinion publique nationale et internationale de ce qui suit. Face à l'activisme de quelques militants de notre parti, affirmons ici et maintenant notre soutien indéfectible au président Liadi Vinayon Soglo. Nous rappelons à tous que force doit rester à la loi, que notre président est le seul élu par le congrès des 18 et 19 septembre 2010 et par conséquent le seul détenteur de la légitimité et de la légalité du parti. Une déclaration reçue, sourire aux lèvres par l'émissaire de Léa Dissoglo, avec un message particulier du président. Nous avons eu à discuter entre nous. Le président Vinayon Soglo reste ouvert au dialogue. Il reste ouvert à ses frères, à ses amis, à ses camarades de lutte, avec qui pendant de longues années, de très longues années, ils ont œuvré pour l'évolution, l'émancipation de ce parti. Ce parti qui a connu des crises n'en sont pas la première. L'heure est donc à la réconciliation et au dialogue pour le bonheur de la Renaissance du Bénin. Le consul du Bénin à Naples, en Italie, était en visite au lycée militaire des jeunes filles de Natitengu pour la remise officielle d'un forage. L'objectif du donateur est de limiter les souffrances des enfants de troupes en matière d'accès à l'eau potable au cours de la période de pénurie. Environ 6 millions de nos francs ont été investis pour la réalisation de l'ouvrage. Reportage. Toujours engagé dans la réalisation des œuvres humanitaires, le consul du Bénin à Naples accompagne le gouvernement dans son programme d'accès à l'eau potable pour tous et en quantité suffisante. La construction et la mise en service de ce forage au profit du lycée militaire de jeunes filles, Général Mathieu Kérékou, en est une illustration. Cet ouvrage, si nous sommes enchantés de le voir réalisé, nous devons, au nom du chef d'état-major général, remercier les hautes et bienveillantes personnalités auxquelles nous le devons. L'autorité départementale en charge de l'eau et représentant des parents d'élèves apprécient la qualité de l'ouvrage. Un forage dont les caractéristiques, je vous les donne brièvement, avec une profondeur d'environ 45 mètres et un débit important de près de 3 mètres cubes heure. C'est peut-être un petit geste pour vous, mais c'en est un grand pour nous. Et pour ne pas rendre vains vos efforts, nous vous promettons d'utiliser judicieusement ce forage.
L'infrastructure, réalisée à plus de 6 millions de francs CFA, est l'œuvre d'une donatrice italienne. C'est l'engagement et la collaboration de l'ambassade du Bénin en Italie, dirigée par l'excellence Madame Evelyne Ololi Togbé et le consulat de la République du Bénin, dirigé par moi-même, qui a permis à Madame Rosalba Montesanto d'offrir cet important don qui rend la vie moins difficile dans certains cas aux élèves des lycées, m'assurant que ces forages, après réalisation, bénéficieront d'un bon entretien. Très heureuse, les bénéficiaires du forage disent autrement au revoir à la délégation. Vous avez certainement entendu parler du barrage hydroélectrique de Nagbetor, qui sont les initiateurs de ce projet et quelles en sont les caractéristiques. Dans ce reportage, William Choki et Daniel Ada nous amènent à la découverte du joyau qui constitue un cordon ombilical entre le Bénin et le Togo. Ils ont eu la géniale idée de rechercher l'autonomie énergétique des nations qu'ils dirigeaient en construisant ce barrage hydroélectrique. Il s'agit des feux présidents Yassingbe Yadema du Togo et le général Mathieu Kérékou du Bénin. C'était en mai 1988. Le site de Nagbetor a été découvert en 1947 par un ingénieur de nom de Max. Et il a fallu en 1979 pour son étude de faisabilité. En 1984, la construction du barrage proprement dit a été effectuée et c'est en 1987 qu'on a fait en septembre 1987 qu'on a fait le premier lancement des machines. 30 ans après son érection, le barrage hydroélectrique de Nagbetor présente toujours l'image d'un joyau neuf, une gigantesque infrastructure construite sur le cours du fleuve Mono, mais en territoire togolais. Le barrage est composé de 3 parties. Il y a la partie génie civil, la partie évacuation de l'énergie produite et l'usine. La partie génie civil nous permet d'avoir une réserve de 1715 millions de mètres cubes. Au niveau minimum, 130 mètres sur mer, on a 250 millions de mètres cubes. La différence fait le volume utile de production. Ce volume utile est programmé pour sortir en moyenne 150 gigawattheures. Cette énergie, au début de la construction du barrage, était utilisée pour l'écrêtage. Actuellement, compte tenu du déficit, on peut produire à plein temps suivant la demande du dispatcher. Le barrage de Nagbetor a une capacité de production de 150 gigawattheures. Elle représente seulement 30% du besoin énergétique des 2 pays. En 30 ans d'exploitation, nous sommes arrivés à une production moyenne annuelle de 165 gigawattheures. C'est-à-dire que nous avons dépassé le gap de 150 gigawattheures. Et pas plus que l'année passée où on a eu une très bonne pluviométrie, nous avons fait une production annuelle de 208 gigawattheures. Donc ça, c'est des prouesses que Nagbetor peut réaliser en fonction de la pluviométrie. Un besoin qui pourrait être compensé par la construction d'un autre barrage, celui d'Adjarala, qui peut fournir 3 fois la capacité de Nagbetor. Avec cette capacité de 3 fois Nagbetor, plus ce que Nagbetor va produire, on sera quand même capable de dire qu'en cas de crise dans la sous-région, que le Togo et le Bénin, à travers la communauté électrique du Bénin, sera capable d'apporter une énergie suffisante, ou ne serait-ce que pour alimenter les équipements vitaux, les services stratégiques des 2 États. Et nous y travaillons à travers les ministères de l'énergie afin que cet idéal-là puisse être accompli. Le Bénin et le Togo peuvent donc réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et du Ghana, se créer des sources supplémentaires et par ricochet booster leur économie, mais cela n'est envisageable que s'il y a une réelle volonté politique des 2 pays.
Campagne de pulvérisation intra-domiciliaire contre les moustiques. L'opération est dans sa phase active dans le département de la Liborie. Kandi, Gogounou et Segbana sont les 3 communes du département concernées par l'opération initiée par l'État béninois avec l'appui financier de l'USAID. Les détails dans ce reportage signé Firmin Bassao et Judicaël Aïna. La lutte contre les moustiques et autres insectes nuisibles à la santé désormais enclenchée. Ngaradebout, un arrondissement de la commune de Kandi, fait partie des localités bénéficiaires de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire. Une campagne démarrée depuis peu, mais non pas sans difficulté sur le terrain. Il n'y a pas la pompe ici qui est proche pour qu'on puisse se ravitailler. Donc c'est les bonnes femmes qu'on prend pour nous donner de l'eau. Et du côté de prix, on ne s'est pas entendu. Ça fait qu'on a de difficultés d'eau ici. L'hivernage vient à peine de commencer. Donc le problème d'eau se pose à Ngaradebout. Mais je pense que toutes les dispositions sont prises. Parce que le coordonnateur a un véhicule. Et je pense qu'aux dernières nouvelles, c'est ce véhicule-là que les gens ont pris pour aller, n'est-ce pas, approvisionner le site en eau. Une difficulté qui n'émousse guère l'ardeur des agents. Un véhicule qui amène les agents sur les lieux de pulvérisation. Et après la première réunion, on a même recadré encore les choses. Les lieux ou hameaux difficiles d'accès, on a loué, n'est-ce pas, on a autorisé la location des motos pour pouvoir atteindre tout ce qu'il y a comme domicile. Et encore, très tôt le matin, les délégués et les crières publics relaient l'information pour que la population et la communauté puissent accueillir les agents pulvérisateurs. À leur arrivée, ils nous ont dit de vider la chambre, ils sont rentrés. Ils ont traité du salon jusqu'à la chambre à coucher et la chambre a été bien traitée. Tous les villages et hameaux d'Angaradebout sont ciblés, mais avec quelques particularités. La particularité qui est dans le site d'Angaradebout est qu'ici, il y a quelques villages et hameaux qui ne vont pas bénéficier de la pulvérisation à cause de leur proximité et du parc d'OV pour éviter les dégâts. Vous savez bien que les abeilles sont fragiles. Certains animaux. Dans le département de la Liborie, seules les communes de Kandi, Gogounou et Segbana sont concernées par l'opération. À la date du 22 mai prochain, tous les ménages de ces 3 communes auraient reçu la visite des agents pulvérisateurs. Je le disais tantôt, la dépression est la maladie mentale la plus fréquente au monde. Au Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie Diako de Cotonou, 2 consultations sur 10 révèlent une déprime. L'absence d'accompagnement des parents proches et le regard de la société sont quelques freins à la guérison du malade. Et pourtant, la dépression n'est pas une fatalité. Angela Kbeja, Alexis Kenob. Au Bénin, c'est ici, au Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie de Cotonou, que sont reçus et pris en charge la plupart des malades mentaux. Précisément, 25% des patients qui y sont admis souffrent de la dépression, une maladie mentale très fréquente dans le monde et qui se caractérise par 3 grands symptômes. Premièrement, c'est une tristesse qui s'installe et qui dure dans le temps. Deuxièmement, c'est des manifestations dans le corps, surtout chez nous Africains. La dépression se manifeste beaucoup par des symptômes somatiques, dont l'insomnie, le fait de perdre le sommeil, l'anorexie et des douleurs un peu partout dans tout le corps. Et le troisième symptôme caractéristique de la dépression, c'est ce que nous appelons l'inhibition, c'est-à-dire la perte d'élan chez l'intéressé. Cette personne qui était vivace, active, entreprenante, brusquement, elle devient ralentie. Différentes situations peuvent conduire à la dépression. Il s'agit le plus souvent d'une incapacité de l'individu à faire face, par exemple, à la perte d'un être cher, à des conflits interpersonnels, à des situations tendues en famille, en communauté et même sur le lieu de travail. C'est les situations un peu tendues à la maison, des échecs personnels que je ressasse, que je vis, donc je ne l'extériorise pas, je ne parle pas, je garde tout sur moi tout le temps. J'étais renfermé. Ce sont ces genres de choses, ces états de choses qui m'ont un peu poussé à perdre un peu, je dirais. Et puis j'avais des excès de violence
des crises de nerfs. Donc c'est suite à cela que les parents ont demandé à rencontrer le professeur et puis j'ai été interné pour une première fois en 2016. Il y a beaucoup de maladies qui sont associées à la dépression ou qui sont à l'origine de la dépression, surtout les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle, les handicaps, un certain nombre de maladies qui nécessitent une prise en charge au long cours. Tout cela peut conduire à la dépression. Deuxième cause de décès chez les jeunes de 15 à 19 ans, la dépression n'est cependant pas une fatalité. Elle peut se soigner et se guérir. L'essentiel, c'est de commencer le traitement assez tôt et de suivre régulièrement les prescriptions du médecin, d'avoir une bonne observance thérapeutique, c'est-à-dire répondre présent au rendez-vous. Mais il n'y a pas que les médicaments. On peut traiter la dépression sans médicaments. Ça, c'est le rôle des psychiatres, c'est également le rôle des psychologues, des psychothérapeutes. La parole peut tuer, mais la parole également peut guérir. Donc, les paroles qui guérissent, les psychologues et les psychiatres les connaissent et savent les utiliser au bon moment. La preuve, jeune étudiant dépressif, il y a un an seulement, M. Ins a repris ses cours et témoigne. Je ne pense pas que ce soit une fatalité en ce sens où, avec les médicaments, j'ai commencé à me retrouver et il y a de l'ordre maintenant dans les idées et ce qui me faisait mal, ce que j'interprétais mal, qui faisait que je paniquais souvent et que j'avais des accès de violence. Tout cela est passé avec les médicaments, donc je me retrouve un peu plus mieux. La dépression est une maladie mentale dont peuvent souffrir jeunes et vieux, adultes, enfants et bébés. Le sexe féminin en est la plus grande victime. Restons dans le domaine de la santé pour évoquer ce problème qui prend de l'ampleur. Au Bénin, il s'agit de la prolifération des cliniques privées non agréées. Visiblement, elles occupent le terrain et parviennent même quelquefois à gagner la confiance des populations en dépit de leur situation de précarité. C'est le cas de cette clinique qui opère dans la commune de Ouida. C'est une enquête de Koudous, Abdoulaye et Alexis Queneau. À l'horizon, cette clinique érigée dans la commune de Ouida. Aucune indication ne vous renseigne sur ce centre créé depuis 2014. Une clinique privée non agréée dans laquelle plusieurs femmes de cette zone accouchent leurs bébés. Des liens confortables, dans un cadre inadéquat, accueillent les patients. C'est dans cette clinique que j'ai accouché mes 2 enfants. La sage-femme est irréprochable. Sous le couvert de l'anonymat, la responsable du centre, la quarantaine, nous conduit dans la salle d'accouchement. Une formation de 5 ans sur le tas a suffi pour cette aide-soignante pour qu'elle s'improvise sage-femme. Fière de ses œuvres, elle nous conduit chez une nourrice qu'elle a réussi à faire accoucher il y a 1 semaine dans sa clinique. Le bébé et sa mère se portent bien. Oui, c'est moi qui l'ai fait accoucher. Dans ma santé. En matière d'accouchement, elle fait bien son travail. C'est mon 2e geste avec elle. Dans la localité, c'est elle qui gère tous les accouchements et aucun problème jusqu'ici. Voici l'ambulance qui sert à transporter les femmes en travail avant l'avènement de cette clinique illégale. Le propriétaire du tricycle est le grand-père du bébé. Je quitte souvent mon lieu de travail entre 1h et 2h du matin. Il y a souvent des femmes en travail. Et c'est grâce à ce tricycle qu'on les réfère dans les centres d'accouchement à Cotonou. Le rapprochement des centres de santé publics des populations béninoises est entre autres solutions pour réduire la prolifération des cliniques illégales et surtout pour assurer des soins de qualité aux populations à la base.
Le 25 mai depuis 2001 est consacré à la serviette. Une journée mondiale de la serviette est donc célébrée pour rendre hommage à un auteur anglais du nom de Douglas Adams dont l'œuvre principale a pour élément fondamental la serviette. Voilà une belle occasion pour parler de ce bout de tissu utile dans notre quotidien. Quand le linge rend hommage, c'est un sujet commenté par Patrick Diosso. 25 mai, Towel Day en anglais, jour de la serviette en français. Voici une journée consacrée où chaque année, l'on célèbre Douglas Adams, un écrivain britannique décédé en mai 2001. Auteur d'une trilogie romanesque, une œuvre gigantesque dont l'ouvrage principal a comme titre traduit en français Le guide du voyageur galactique, Douglas Adams a élevé la serviette au rang d'objet sempiternel que tout être humain ou humanoïde, autostoppeur galactique, doit avoir en permanence sur lui. Voilà donc un jour sacré où chaque participant est invité à emporter et transporter sur lui une serviette de bain durant les 24 heures chrono. Une serviette de bain, soit. Mais qu'est-ce que la serviette? La serviette, c'est d'abord une pièce de linge individuelle servant à s'essuyer la bouche pendant le repas. On dit serviette de table. La serviette, c'est ensuite ce linge personnel utilisé pour s'essuyer le corps après la douche. C'est la serviette de bain. La serviette, c'est encore cette robe en tissu de coton utile pour se nettoyer en sortant de la baignoire. On parle de peignoir ou de serviette de toilette. La serviette, c'est aussi un morceau de tissu qui sert à éponger les femmes en période menstruelle. On parle de serviette hygiénique. La serviette, c'est enfin ce sac à compartiment de forme rectangulaire qui sert à transporter des documents, des dossiers, des livres. Revenons à la serviette, linge de corps gardé caché, sauf à la plage ou à la piscine. Au Bénin, chez les plats Ourla, l'on expose la serviette de bain que l'on pose sur le cou, tel un digne pendentif. Au moment de passer là-bas, il arrive très souvent qu'on reçoive des giclées d'eau. Et nous avons la serviette à côté, tout simplement pour nous essuyer la figure. Pour cette journée de la serviette, chacun et chacune devrait se promener avec sa serviette. Peu d'Africains s'en soucient, mais le 25 mai se trouve être la journée mondiale de l'Afrique, une commémoration de la création de l'Organisation de l'Union africaine, OUA, ancêtre de l'actuelle Union africaine. À cette occasion, les ambassadeurs des pays africains réunis à Cotonou appellent à la mise en œuvre effective de l'agenda 2063. Reportage. Coupure de gâteaux, partage de divers mets issus des spécialités africaines. Le tableau du 54e anniversaire de la Journée mondiale de l'Afrique est bien garni. Cette journée commémore la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. La présente célébration vise à renforcer la solidarité et la cohésion au sein de l'Union africaine. La Journée de l'Afrique ici, c'est pour prôner l'intégration des peuples africains parce que vous savez, depuis l'ère de temps, on a toujours prôné l'Union africaine dans les bureaux, dans les instances, mais le peuple ne vivait pas exactement ce que c'était l'unité africaine. Donc aujourd'hui, la journée, c'est une fois de plus réfléchir dans le sens de comment intégrer le peuple dans l'action de l'unité africaine. Au détour de cette rencontre festive et conviviale, un point d'honneur est mis sur la mission assignée à cette organisation continentale par les pères fondateurs. Dans ce contexte de mondialisation, l'heure est au regroupement des grands ensembles. Aucun pays ne peut vivre aujourd'hui en autarcie. Et fort heureusement, les dirigeants africains ont bien compris cela. J'insisterai particulièrement sur la nécessité pour l'Union africaine de veiller à la mise en œuvre méthodique de l'agenda 2063 qui synthétise l'ensemble des aspirations des populations africaines. Il n'y a pas meilleur appel à l'Union que celui lancé en son temps par le grand patriote de ce pays, le roi Guézo, quand il proclamait, je cite, « Si tous les fils du pays venaient de leurs mains assemblés, boucher les trous de la jarre percée, le pays sera sauvé. »
Une journée de l'Afrique au-delà des réjouissances se veut une tradition pour les pays qui la célèbrent. Elle reste le symbole de tout un continent, celui de la liberté et du progrès économique. Une délégation de la FOPA, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, a été reçue en audience cette semaine par l'évêque de Porto Novo, Monseigneur Aristide Gonzalo. Une visite d'échange sur les questions d'éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix au Bénin et dans le monde, en prélude à un colloque sur les 2 thèmes prévus pour septembre prochain. Reportage. Je suis accompagné de la délégation de la FOPA que vous voyez ici pour rencontrer notre père évêque de Porto Novo sur plusieurs raisons. Primo, c'est dans le sens de la paix. La première chose qui nous a préoccupé, c'est dans le contexte de la paix, comment nous devons travailler ensemble pour qu'il y ait la paix au Bénin et en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Sur le second point, c'est comment nous devons parler, nous devons rééduquer, sensibiliser nos enfants pour que ces enfants-là se comprennent, pour qu'il n'y ait pas ce que nous voyons un peu partout dans le monde. Le troisième point, c'est de nous aider à prier au nom du président de la République du Bénin, que nous avons tous choisi, et que pour un Bénin révélé, comme nous sommes en train de le dire, pour un Bénin révélé de qualité, pour un nouveau départ de qualité, c'est le peuple. Et au Bénin actuellement, le volet social est très difficile. Donc nous ne pouvons pas rester affamés et faire la paix. Sans le pain, il n'y a pas la paix. Donc nous implorons l'indulgence du Tout-Puissant à utiliser le président de la République, M. Patrice Talon, dans sa vision d'améliorer le pays, et pour que ce même Dieu l'inspire rapidement pour qu'il vise le côté social afin que les Béninois puissent être à l'aise. Après 50 ans de vie, l'Union islamique du Bénin a vieilli. L'organisation entend faire peau neuve à travers des réformes profondes en toile de fond, le renouvellement des membres du bureau exécutif de l'organisation, une volonté qui a été exprimée par les dirigeants de l'institution à l'ouverture des travaux du congrès ordinaire de l'UIB qui s'est ouvert en fin de semaine écoulée à Porto Novo. Guillaume Avienne. Des dignitaires religieux, mais aussi l'élite de la communauté musulmane du Bénin à Porto Novo pour 24 heures. L'Union islamique du pays tient son congrès ordinaire avec pour enjeu le renouvellement des membres du bureau exécutif national de la dite Union. L'actuel bureau, qui devrait faire un mandat de 5 ans, siège depuis 2003 du fait de certaines dissensions internes. Il est appelé à rendre officiellement le tablier à la faveur du présent congrès dans un contexte particulier. Celui des changements importants qui nous propulseront dans une nouvelle dynamique pour mieux servir notre Créateur et pour le bonheur de tous. Le présent congrès innove en ce qui concerne l'élection des membres du bureau exécutif national de l'UIB. Déjà, l'imam désigné pour diriger l'institution avec d'ordinaire un mandat à vie n'aura désormais que 5 ans. Pour ce qui va, l'imam, le président, va faire 4 ans. Le bureau exécutif, 5 ans. Et les 4 ans là, c'est rotatif. Par exemple, si on prend imam de Cotonou, 4 ans après, ça doit être l'imam de Porto Novo, ainsi de suite. Parakou, Djougou, jusqu'à Abomey chez moi. Ce congrès coïncide avec le 50e anniversaire de la création de l'UIB, appelé à faire des choix conséquents pour la reconstruction et la dynamisation de l'organisation. Les mariages célébrés à la veille du Ramadan sont-ils voués à l'échec? Cette question, beaucoup se la posent au vu des constats. Nombreuses sont en effet les unions scellées en prélude à l'observation du jeûne musulman du mois de Ramadan et qui se terminent par la dissolution du mariage. Les conjoints connaissent pourtant les règles de bonne conduite pour éviter le divorce. Suivez ce reportage d'Habib Soumanou et de Simon Vion. Il faut d'abord la compréhension, le respect mutuel, la fidélité. Je compte respecter mon mari pour le bien garder. Tout comme Abdoulaye et son épouse Wassila, Aliou ne cache pas son bonheur de convoler en juste noces avec Mounira
En cette veille du Ramadan, période par excellence de célébration des mariages dans les lieux de culte musulmans de Parakou qui ne désemplissent pas. On va vivre normalement comme ça a été, puisqu'on s'est aimé avant de se marier. L'amour continue. En moyenne, 3 voire 4 mariages célébrés au quotidien dans les mosquées d'arrondissement, les chiffres font sursauter les profanes à l'opposé des fidèles qui y voient plutôt un acte de foi. Le mariage est sacré pour la femme. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si elle croit en Dieu et qu'elle jeûne le Ramadan chez son mari, donc si elle meurt en même temps, elle est au paradis. Donc comme nous tous on veut paradis, là, la femme se précipite à aller faire le Ramadan chez son mari. Une fois le Ramadan passé, quelles sont les chances de survie d'un mariage dont l'objectif est atteint? C'est bien là l'autre versant du sujet à donner le tournis lorsqu'on s'intéresse au nombre élevé de couples divorcés après la période de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les goûteux et les goûteuses. Les gens qui se marient et après ils se séparent en même temps. Donc ça veut dire qu'ils se sont goûtés et puis c'est fini. Allah subhanahu wa ta'ala maudit ces personnes, tout juste pour montrer que le divorce est très très dangereux. Les rares situations où l'islam autorise le divorce sont connues. De l'infidélité ou de la rébellion ou encore de manque de respect à outrance. Donc c'est dans ces situations qu'on peut voir si c'est le divorce qui serait la solution. Quelle que soit la forme que prend le mariage, lorsqu'il est décidé comme ça de façon précipitée, il y a que les gens ne sont pas forcément préparés. Et au lendemain du mariage, déjà, ils se rendent compte de ce qu'ils ne se connaissent pas vraiment. L'homme peut découvrir que sa femme est une femme gaspillade, comme on le dit. La femme peut découvrir que son homme était un éthylique qui a caché cela, qui a dissimulé cela au corps social, juste pour être en phase avec la religion musulmane à un moment donné. Et donc, après le jeûne, les anciennes habitudes refont surface et les conflits commencent. La solution, c'est la dissolution du lien de mariage. Dans leur prêche à l'endroit des futurs mariés, les islamologues insistent beaucoup sur la prévention des divorces. C'est ça qu'on appelle prendre soin de son mari. Si ton mari écoute, tu écoutes. Parce que Dieu, il a dit dans le Coran, Ar-rijal qawwamuna ala nisa. Les hommes sont plus forts que les femmes. Donc, il faut toujours écouter ce que le mari dit. Là, si tu n'écoutes pas, c'est là que la divorce vient. Pour que ça va bien se passer là, l'homme doit aussi écouter. Si la femme l'écoute... Une chose est de se marier à la veille du Ramadan, mais le plus important pour le couple est de pouvoir résister aux occasions de divorce qui ne sont jamais loin de la vie conjugale. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur l'ORTB.